Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19h50 et voici les titres du journal. À la une ce soir, un réseau de trafic humain démantelé à Yaoundé. La gendarmerie nationale vient de libérer 13 personnes de nationalité malgache et congolaise. Elles étaient prises en otage par des individus qui leur ont promis un emploi à la fonction publique camerounaise. Grosse frayeur au quartier Ndoksimbi dans l'arrondissement de Douala 3e. Des poteaux électriques ont cédé sous la pression de l'orage. La circulation a été longuement perturbée. L'incident a causé de nombreux dégâts, mais aucun mort enregistré. Le 22 mars, on entre dans la célébration de la semaine de l'eau, une denrée difficile d'accès dans les zones reculées du Cameroun, en Gaoundal, dans la région de la Damawa. Les populations étanchent leur soif au mont éponyme à cause de nombreuses bornes fontaines en panne. Et un cri d'alerte résonne dans l'arrondissement de Messamena. Creuset d'une exploitation abusive, les chefs traditionnels tirent la sonnette d'alarme au cours d'une conférence de presse à l'occasion de la Journée internationale des forêts. Ils exigent des actions concrètes pour le bien-être de l'environnement et des populations. Voilà pour les titres. Jeunes ressortissants congolais et malgaches viennent d'être délivrés d'une prise d'otages à Yaoundé par la gendarmerie nationale. Ils sont partis de leurs pays respectifs, attirés via les réseaux sociaux par des présumés malfrats camerounais qui leur faisaient miroiter un emploi hautement lucratif au sein de la fonction publique camerounaise. Le récit des faits avec Daniel Anissé-Boudier et Luc Vaudor. Ils ne veulent pas qu'on sorte avant qu'on fait venir de personnes et ils nous enferment tout le temps là-bas. Le témoignage poignant d'une jeune ressortissante malgache fraîchement arrachée des griffes de ses ravisseurs. Elle est partie de son pays, loin là-bas, à la quête d'un bonheur qu'elle pensait tout trouver au Cameroun. Un emploi fictif hautement lucratif à l'hôpital central de Yaoundé. Comme elle, 12 autres jeunes de Madagascar et de la République démocratique du Congo sont tombés dans ce schéma bien dessiné via les réseaux sociaux. Ils ont tout simplement été à travers les réseaux sociaux appâtés par certains Camerounais véreux qui ont fait miroiter la possibilité pour eux d'avoir un travail fortement rémunéré ici sur place à Yaoundé. Donc après les formalités administratives de voyage, ils ont pour certains pris de l'avion, notamment les malgaches. Et pour les Congolais, certains ont rallié Yaoundé par voie routière. Une fois arrivés à Yaoundé, ils ont été capturés et séquestrés dans son domicile au quartier Komo dans le 4e arrondissement. Ils y auront passé environ 5 mois d'esclavage, sans le moindre soupçon du voisinage. Si on aurait su un seul instant que les gens étaient là, on allait alerter la gendarmerie. Ou alors, si on voyait des mouvements, ils étaient vraiment très professionnels. Ils subissaient de mauvais traitements. On leur demandait par exemple d'appeler leur famille pour qu'elles envoient de l'argent. Les filles auraient été probablement soumises à l'exploitation sexuelle. De toutes les façons, les enquêtes qui sont en train d'être conduites, nous édifierons là-dessus. Sauvés par la gendarmerie nationale grâce à des renseignements, les otages ont été conduits au centre médical du secrétariat d'État à la Défense pour vérification de leur état de santé. Nous avons constaté que toutes ces femmes, elles ne sont pas enceintes, mais on a traité, il y avait certains qui avaient le palu, dont la goutte épaisse était positive et puis on les a mis sur traitement. Les 2 principaux cerveaux de l'opération sont aux arrêts, des jeunes la vingtaine révolue. La gendarmerie travaille à l'effet de mettre la main sur tous les membres du réseau, mais aussi stopper les procédures de voyage des 6 autres jeunes filles malgaches qui se préparent actuellement à prendre le vol le 24 mars prochain à destination de Yaoundé. Un seul conseil pour tous les internautes, vigilance sur les réseaux. Et des actes de vol, agression et mort d'homme connaissent une recrudescence
dans l'arrondissement de Yaoundé 2e, une situation qui crée la psychose au sein des populations qui se sentent en insécurité. Dans l'urgence d'agir, une synergie d'action se met en place entre autorités administratives traditionnelles, les forces de maintien de l'ordre et la population. Joël Diom 3 et Jean-Bernard Tagné. Sur cette rue du quartier Nkomkana, dans l'arrondissement de Yaoundé 2e, il ne suffit que d'une seconde d'inattention pour subir un vol à l'arraché. Pendant que je stoppais le taxi, il y a une moto qui s'est arrêtée devant moi. Le temps de ralentir, le monsieur de derrière a attrapé mon sac à main que j'avais mis aux aisselles et ils sont partis avec. Chanceuse, elle a pu rentrer en possession de ses effets. Mais dans la plupart des cas, les agresseurs et les voleurs opèrent avec succès. Les victimes ayant le moins de baraka trouvent la mort. Cette banderole encore fraîche rappelle au chef de quartier l'histoire tragique de ce jeune dans la trentaine en février dernier. Au petit matin, il est sorti de la maison et puis il s'est fait agresser devant sa porte. Donc, puis mortellement. Alerté par des plaintes récurrentes, l'autorité administrative est allée à la rencontre de ces populations le 19 mars dernier. Au menu, sensibilisation des jeunes. Ces populations sont disposées à accompagner l'autorité administrative et les forces de maintien de l'ordre. Au niveau local, nous avons pris toutes les dispositions pour accompagner et veiller sur la sécurité des personnes et de leurs biens. L'une des premières retombées, la création des comités de vigilance dans les quartiers comme Cana 1, 2 et 3. Les malfrats fuient la nuit maintenant pour être dans la journée. Alors je crois que vous me voyez apparaître là, c'est juste pour la vigilance du quartier en journée. Mais déjà pour le moment, nous travaillons juste dans la nuit. Le rôle principal de ces groupes d'autodéfense est de renseigner et d'alerter les forces de maintien de l'ordre en cas de mouvement suspect. Dans l'actualité également, des journalistes sanctionnés par le Conseil national de la communication. 7 ont été frappés pour des manquements à l'éthique et à la déontologie qui régissent la profession. Décision rendue publique par l'organe régulateur à l'issue de sa 45e session ordinaire tenue le 20 mars à Yaoundé. Les détails avec Karel Mezatachouya et Jean-Bernard Tagné. Les sanctions prises par le Conseil national de la communication contre des journalistes et des médias camerounais sont diverses. Elles vont de l'avertissement des directeurs de publication à la suspension des journalistes et des émissions pour une période allant jusqu'à 2 mois. C'est le cas pour le directeur de publication de Primeur Info. Ces sanctions font suite à son refus de donner suite aux convocations du Conseil national de la communication, malgré la notification par voie d'huissier dans l'affaire Mbani Anatole, sous-officier supérieur de gendarmerie, contre l'organe de presse en question et son directeur de publication, a dit le président du CNC. S'agissant des mesures disciplinaires infligées dans l'audiovisuel, l'affaire CNC contre la chaîne de télévision dénommée Info TV, son directeur de publication et le nommé Aïssé Etoile Andalbert Parfait, suite à la diffusion au cours de l'émission intitulée Libre Expression, présentée le 23 février et le 9 mars 2025 par M. Aïssé Etoile Andalbert Parfait sur Info TV, des propos à caractère conflictogène, mettant d'une part en cause des figures emblématiques de l'histoire du Cameroun, soutenant d'autre part des positions à caractère séditieuse à l'encontre des institutions républicaines et évoquant l'opportunité d'actions illégales de déstabilisation. Le Conseil, après avoir établi la responsabilité de l'organe en cause et du présentateur de l'émission querellée pour défaut d'encadrement de l'émission Libre Expression, a décidé d'avertir le directeur de publication de la chaîne de télévision Info TV de suspendre pour une durée d'1 mois le nommé Aïssé Etoile Andalbert Parfait, de suspendre pour une durée d'1 mois la diffusion de l'émission intitulée Libre Expression. Entre autres cas rendus publics ce 20 mars à Yaoundé, à l'issue de la 45e session ordinaire du Conseil national de la communication. 7 journalistes sanctionnés au total. L'attention de l'organe régulateur a nouveau porté sur la prolifération des discours à caractère haineux. Le CNC intensifie le combat contre cette gangrène dans l'univers médiatique à la veille de la présidentielle 2025.
Et sous la pression de l'orage d'hier, des poteaux électriques ont cédé au quartier Ndoksimbi dans l'arrondissement de Douala 3e. L'incident a sémé la panique et perturbé la circulation, entraînant de nombreux dégâts matériels. Les agents de la Sonatrel s'activent pour réparer les dommages. Titi Freeman et Stéphane Binac. Des poteaux et des câbles électriques couchés à même le sol. C'est le décor du quartier Ndoksimbi ce 21 mars matin, après l'incident survenu la veille. La forte averse qui s'est abattue dans la ville a eu raison de ces installations placées sur une ligne de haute tension. Et les poteaux, ça a renversé 4 poteaux, je pense bien, oui. 2 du côté-ci et 2 de l'autre côté. Bon Dieu merci, il n'y a pas eu de dégâts. En bas du poteau, même j'étais en train de vouloir ramasser un peu. J'ai compris un éclatement de tonnerre. C'est moi quand je vois le feu là tomber au sol. Je ne me sentais même rien, mais j'ai vu seulement le Bessinais qui a lancé une femme au sol et fui. Là où j'aperçois que je suis encore vivant. Je quitte là-bas, les gens m'ont regardé ici hier comme un monstre. En intervention, les agents de la Société nationale de transport de l'électricité constatent les dommages et remplacent les poteaux en bois par des plus solides en béton. Privées d'énergie pendant ces travaux, les populations de cette zone habitée par de nombreuses industries et activités commerciales disent être victimes quotidiennes des délestages. On coupe la lumière à 19h, ça revient le lendemain et ça nous forge nos petites activités. Je ne sais pas si le directeur de Néo a envoyé son fils devant les interrupteurs. Donc le gens qui joue seulement avec, comme sur le piano, ça vient. Quand tu as la malchance même, que tu oublies. Donc quand il coupe comme ça là, c'est après 3 jours que ça vient peut-être, si tu es même chanceux. Moi, je buvais la bière glacée, maintenant je buvais de boire le non glacé. En une journée, pas passer 5 au moins sur une coupure. Donc ça pas... Bon, ce qui sauve, c'est que les sociétés ont les groupes. Donc du coup, parfois quand on coupe, on ne s'en rend même pas compte, vu que le groupe prend directement le relais. Mais il y a constamment des coupures du côté-ci. Quand nous quittions les lieux, les équipes de la Sonatrel étaient en fin d'intervention et rassuraient les populations d'un retour imminent de l'énergie en ce début de soirée. Le Cameroun veut resserrer les rangs face aux menaces sanitaires et renforcer ses relations internationales. Ce vendredi, 6 projets de loi ont été déposés devant la représentation nationale. Des textes de loi qui ont reçu l'accord du président et qui touchent aussi bien aux accords bilatéraux sur les visas et la fiscalité qu'à la biosécurité. Delphine Foncoteni, Serge Alain Sebo. Punaise de lit, grippe aviaire, Covid-19, autant de crises qui rappellent la nécessité d'un cadre législatif robuste en matière de biosécurité. Le projet de loi régissant la biosécurité au Cameroun entend poser des balises claires, principes directeurs, mesures de prévention et mécanismes de gestion des urgences biosécuritaires. C'est le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable qui portera ce texte devant l'Assemblée nationale. Dans un contexte marqué par la porosité des frontières, un autre texte entend formaliser la coopération entre le Cameroun et le Nigeria pour la conservation des écosystèmes transfrontaliers et la gestion des ressources forestières et fauniques. Avec plus de 1500 km de frontières communes et des communautés culturellement liées, les deux pays veulent harmoniser leurs protocoles et superviser ensemble les initiatives de conservation. Le Cameroun avance aussi sur le terrain de la diplomatie. 2 projets de loi visant l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, officiels ou de service. Le premier concerne la Corée du Sud et prévoit une libre circulation pour des séjours de 90 jours. Le second scelle un accord similaire avec la Tunisie, facilitant les déplacements des officiels entre Yaoundé et Tunis. Sur le plan économique, 2 conventions fiscales majeures sont en ligne de mire. L'une avec la République tchèque, l'autre avec la Chine. Objectif, éviter la double imposition sur les revenus et lutter contre l'évasion fiscale. Ces accords permettront aux résidents et entreprises des 2 pays de ne plus être imposés 2 fois pour les mêmes revenus, tout en renforçant la transparence fiscale. Ces 6 projets de loi, remis aux commissions compétentes, entreront bientôt dans le vif du débat parlementaire. Une étape décisive avant leur examen et leur adoption en séance plénière par la Chambre tout entière. À travers ces textes, le Cameroun affirme sa volonté de répondre aux défis sanitaires, de fluidifier les échanges diplomatiques
et de consolider ses relations économiques à l'international. Et face aux défis sanitaires et environnementaux, aux enjeux migratoires et aux impératifs économiques, le Cameroun entrevoit un renouveau législatif. Au cours de la plénière de ce vendredi, 6 projets de loi viennent d'être déposés sur la table des sénateurs. Plus de détails avec Arnaud Guefak et Michel Foucault. Le gouvernement camerounais réagit aux crises sanitaires et environnementales actuelles. Des punaises de lit aux épidémies, leur multitude rappelle sans cesse l'importance d'un cadre légal robuste. Un nouveau projet de loi sur la biosécurité est dans le lot des 6 déposés ce jour au Sénat. Il fixe non seulement des mesures préventives, mais aussi des mécanismes d'urgence pour protéger la population et l'environnement. Le pays investit également dans la diplomatie. 2 projets de loi offrent une exemption de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques et passeports de service. Ces mesures facilitent les déplacements entre Yaoundé, Tunis et Séoul et simplifient la circulation des officiels. L'objectif est de renforcer les liens internationaux. Sur le plan économique, le Cameroun s'attaque à la problématique de la double imposition avec 2 accords fiscaux majeurs, l'un signé avec la République tchèque et l'autre avec la Chine. Ces conventions visant à lutter contre l'évasion fiscale représentent un pas décisif vers une fiscalité plus transparente et équitable pour les entreprises et les résidents. Ces 6 projets de loi ont été transmis aux commissions compétentes. Le Cameroun s'engage ainsi à offrir un cadre plus sécurisé sur le plan sanitaire, environnemental, économique et diplomatique pour ses citoyens. Et le ministre par intérim en charge des mines s'attaque à la production illicite du whisky en sachet. Il vient de suspendre les activités des entreprises de fabrication et de distribution du whisky en sachet basées à Douala pour activités dangereuses à la santé publique. Le membre du gouvernement annonce que la répression va redoubler de vitesse d'ici 2 mois. Toutes les entreprises en décalage avec la réglementation seront classées dans le registre à détruire. Je vous propose d'écouter Frou Calistus Gentry face aux caméras de Canal 2. Ce message, les autres sociétés ont 2 mois pour être conformes. Sinon, toutes les sociétés qui produisent ces whisky en sachet vont être fermées. C'est un message qu'on passe. Donc, d'ici 2 mois, le délégué régional va faire les inspections et si les sociétés ne sont pas conformes et continuent à poser les risques à la santé publique, ça va être fermé. Et c'est une source naturelle située au creux d'un mont de 1800 mètres qui étanche la soif depuis quelques mois d'une frange de la population de Ngaoundal. Cette localité de la Damawa a vu la réalisation d'un système de captage et d'un réseau de transport qui devrait faire tâche. Découverte de cette infrastructure et les motivations qui ont conduit à sa mise en place avec notre correspondant Eric Gallet. En saison sèche, les puits tarissent à Ngaoundal. Pour ceux des réservoirs qui ont encore de l'eau, la profondeur donne du travail. De nombreuses bornes fontaines sont également en panne, comme dans cet établissement. Au niveau de l'école, il y a les gens du quartier qui viennent nous gâter le forage. Le problème d'eau est crucial. Avoir de l'eau, c'est tellement difficile. L'espoir vient du plus haut sommet de la ville. Niché à 1800 mètres, du mont Ngaoundal est tiré de l'eau qui alimente 52 bornes fontaines. Ici, le point de captage, un réseau de 4,5 km de canalisation transporte le précieux liquide jusqu'à ce château d'eau où elle est potabilisée. La quantité de chlore appropriée, ça se mélange avec la venue d'eau qui remonte dans le château. Un projet qui dormait dans les tiroirs de la municipalité depuis 2004. Avec le concours de l'Agence française de développement, des ONG camerounaises et françaises et de la commune, certains ménages tournent aujourd'hui le robinet via un réseau ancien de distribution d'eau de 47 km. L'eau coule à tout moment, comme vous le voyez maintenant là, à dire que les femmes ne souffrent plus. Il faut encore ajouter plusieurs sites comme ça. Même si ceux qui veulent vendre, ils ne vont pas vendre à un coût aussi élevé. Cette initiative, encore à sa première phase, devrait permettre à 1 millier de chaumières, selon la municipalité,
d'avoir d'ici 2027 accès à l'eau potable. La première phase, on venait même de la réceptionner. Le problème maintenant, c'est comment gérer cette eau, comment l'entretenir. Ce qui va réduire les maladies hydriques dont les dépenses engloutissent 40% des revenus mensuels des ménages. Et je vous l'annonçais en titre, reboiser pour protéger la biodiversité, une problématique qui préoccupe les décideurs en cette journée de célébration de la Journée internationale des forêts. Le ministre des Forêts et de la Faune a profité de l'occasion pour tirer la sonnette d'alarme sur les dangers de la déforestation. Douala, cadre choisi pour le lancement d'une campagne de reboisement. Monique Naoutifosso et Henri Tina. Sur les berges du Vouri, le ministre des Forêts et de la Faune Jules Dorendongo, suivi de plusieurs autorités de la ville de Douala, mène cette action symbolique de reboisement. Il est urgent de renforcer la mangrove pour éviter la progression de la mer vers le continent. La capitale économique du Cameroun est l'une des localités les plus exposées au changement climatique, à un déboisement sans précédent. Une photographie aérienne sur la zone aéroportuaire montre un paysage de désolation, de la forêt des bois de singe jusqu'à l'embouchure du Vouri. Cette situation a pour conséquence l'exposition de la ville aux inondations, aux vents violents, du fait, entre autres, de la disparition de nos mangroves. Sur le site du Ngondo, c'est plus de 6 hectares à reboiser, un ouf de soulagement pour les dignitaires traditionnels et gardiens de la culture Sawa. Nous avions déjà ce projet de la forêt sacrée de Ngondo. Nous avons d'autres forêts sacrées, mais celle-ci est beaucoup plus proche. Elle est dans l'enceinte même du site de cérémonie. Donc pour nous, c'est une grande chance pour nous. Le site du Ngondo fait partie des 6% du périmètre de mangroves détruit chaque année dans le littoral. Le revitaliser concourt à donner du punch à un projet touristique de la ville. C'est stratégique. Vous voyez que c'est très bien placé. On peut en faire un jardin botanique, une forêt municipale, une forêt traditionnelle. Forêt et aliments, thème de l'édition 2025 de la Journée internationale des forêts. Après le site du Ngondo, il est prévu amorcer la restauration des forêts des bois de singe, de la Dibamba et du Vouri. Et les forêts de Messabena à l'est Cameroun sont en danger. L'exploitation illégale menace non seulement l'environnement, mais aussi les communautés locales. Face à cette urgence, les chefs traditionnels montent au créneau. Au cours d'une conférence de presse tenue à Yaoundé, ils ont lancé un appel fort aux autorités. Plus de détails dans ce reportage d'Arnaud Gueffak et Lingvodo. Messamena, une terre de biodiversité exceptionnelle à l'Est Cameroun, est aujourd'hui le théâtre d'un pillage silencieux. L'exploitation illégale ravage ces forêts, pourtant vitales pour l'équilibre écologique et économique du pays. La sauvagerie de cette exploitation illégale de la biodiversité va jusqu'à l'intimité des chefferies. Ce que nous appelons les forêts sacrées, qui aujourd'hui sont pratiquement démembrées, sont démantelées, sont dépossédées de leurs différentes ressources, tant pour ce qui est de la flore que pour la faune. Face à cette menace, les chefs traditionnels d'Afrique ont convoqué la presse à Yaoundé pour alerter les autorités. Malgré les engagements récents, les coupes illégales se poursuivent. Le réseau des chefs traditionnels d'Afrique et ses partenaires réclament une reconnaissance officielle de leur rôle et des moyens concrets pour agir. On veut se rassurer que le bois qui sort du Cameroun a une bonne image. Parce qu'il faut que ce bois soit exploité là où ça a été autorisé. Il faut se rassurer que ce bois est exploité de la manière dont les forêts peuvent être renouvelées. Et il faut aussi se rassurer que ce bois exploité contribue réellement au développement. Sauver Messamena, c'est préserver un héritage pour les générations futures. Le choix de cet arrondissement n'est pas fortuit. Il consacre à lui seul un certain nombre de tiques, déjà par sa densité, qui couvre à peu près 5000 km². Et dans cette zone-là, on peut recenser environ 4 UFA, 22 forêts communautaires. Et on remarque que c'est une zone particulièrement riche qui regorge des essences assez rares. Les chefs traditionnels ont lancé un appel fort. Reste à savoir si les autorités entendront enfin leur voix.
Autre chose, des acteurs de la société civile militent pour l'intégration des langues maternelles sur Internet, animés par le désir de préserver et de promouvoir ce patrimoine culturel. Ils plaident pour une inclusion numérique plus équitable. Ils ont partagé le bien fondé d'une telle initiative ce jour à Yaoundé. Karen Mezatchouya et Samuel Ebakissé. Ces jeunes et leaders, issus de divers horizons, se montrent particulièrement attentifs à la nouvelle perspective ouverte dans le cyberespace par ces experts. Avec des illustrations concrètes, ces derniers démontrent qu'il est possible de naviguer sur Internet dans sa langue maternelle. Aujourd'hui, nous avons des langues locales au Cameroun. Je prends l'exemple de la langue Chumom, et on a la langue Fulani, le Peul, ou le Womala, ou le Yemba, qui sont des langues locales qui sont déjà transcrites. Et la possibilité que cette journée promeut, c'est de dire qu'à un moment donné, qu'on soit capable de créer un nom de domaine en Chumom, de créer un nom de domaine en Womala ou en Yemba. Voilà révéler l'importance de cet atelier qui met en lumière la nécessité cruciale de disposer d'une langue maternelle référencée sur Google. C'est pourquoi un plaidoyer est lancé pour sensibiliser tous les acteurs concernés. Aujourd'hui, le Yoruba est une langue qui est référencée sur Google. Pourquoi pas un jour qu'on puisse avoir une langue camerounaise qui est référencée sur Google? C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez par exemple le Haoussa, le Fulani qui sont référencés sur Google. Mais elles sont référencées sur Google parce que c'est une langue qui est parlée par la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest. Or, à travers cette initiative, donc, nous pouvons donc amener les uns et les autres à comprendre l'enjeu, ou bien le bien fondé, de s'engager dans la dynamique, de promouvoir l'acceptation universelle, afin que les uns et les autres puissent avoir accès à Internet. Des travaux organisés ce 21 mars à Yaoundé, dans le cadre de la journée de l'acceptation universelle. Et la suite de ce journal, c'est à Garoua où la communauté musulmane se prépare activement pour la fête marquant la fin du jeûne. L'achat des tenues occupe une place centrale avec une forte affluence vers les pagnes et tissus basins. Mais entre disponibilité et coût, les emplettes ne sont pas toujours aisées. Le récit de Fatima Ndalé sur les images de notre correspondante Aïssatou Bouba. À Garoua, l'effervescence des préparatifs du Ramadan commence à se faire sentir dans les allées du marché. Pagnes et tissus colorés s'entassent dans les boutiques, prêts à être transformés en tenues de fête. Le marché un peu timidement, l'année dernière, il y avait un peu assez de clients par rapport à cette année. Cette année, moi je ne crois pas que je peux m'offrir le pain de Super Vilisco, puisque je vois le prix est tellement élevé. On quitte de 55 000 à 65 000. Je crois que cette année, je ne peux pas m'offrir ni le pain de Vilisco ni un Côte d'Ivoire, qui quitte de 14 000 à 16 000. À moins de 10 jours de la célébration, l'affluence reste timide. En cause, selon certains clients, la flambée des prix. Oui, on voulait acheter, mais les habits sont tellement trop chers, on ne sait pas d'où commencer. On voulait au moins quand même satisfaire nos femmes et nos enfants à la maison, mais je vois dans toutes les boutiques là où j'entre, je vois les pièces de pain sont tellement trop chères. Cette année, les prix des marchandises ont augmenté au niveau du Naira, puisque nous on s'est ravitaillé du côté du Nigeria. Et les clients se plaignent à propos des prix. Bon, ils sont obligés de faire avec parce que nous aussi on prend ça cher. Une fois achetés, ces tissus prennent la direction des ateliers de couture, où les tailleurs déjà submergés par des commandes redoublent d'efforts pour livrer à temps. Et dans les marchés de Douala, l'impact du jeûne se fait ressentir. Les activités tournent au ralenti, les chiffres d'affaires sont en baisse. Les commerçants musulmans espèrent que la pente va remonter après cette période de privation. Junior Ossin, Marus Kosso, reportage. Les bénéfices dont les affaires sont en baisse dans les marchés à Douala. De nombreux commerçants rencontrés ce matin ne négligent pas l'impact du jeûne du Ramadan sur leurs revenus. Le jeûne a un impact sur notre activité. Ça bloque. Si on avait peut-être 5 clients par jour, on se retrouve carrément parfois sans rien, même pas un client qui rentre. Le Ramadan affecte un tout petit peu parce qu'il y a quand même les Aladila qui sont maintenant concentrés sur la prière. Ça impacte forcément le marché. Plus de manière ralentie en quelque sorte, plus les affaires ne sont plus assez croissantes, donc tout est totalement ralenti. Ainsi, on note une sorte de variation plus ou moins importante chaque année. Les années ne se ressemblent pas. Donc à tout moment où ils sont constamment là pour des achats,
On continue toujours à espérer qu'après le ramadan, ils continuent également à venir pour faire des achats. On ne va pas se lever avec la fatigue pour venir faire les achats dans les magasins. C'est quand, presque à la fin, qu'ils vont commencer à nous fréquenter. En attendant ce retour, les commerçants développent des stratégies pour gagner de l'argent. La stratégie ici est toujours de rester avec autant d'achalandage comme d'habitude pour pouvoir encore préparer le retour après le ramadan. Rappelons-le, le ramadan a débuté le 1er mars 2025. Sa fin intervient 4 semaines plus tard, soit autour du 30 mars 2025. Une nuit du destin très attendue. Et vous le savez, pendant le mois sacré du Ramadan, des millions de musulmans à travers le monde s'abstiennent de manger et de boire, de lever au coucher du soleil. Mais pour ceux qui exercent des métiers physiques, cette période est un véritable défi. Comment tiennent-ils face à la fatigue et la déshydratation? Reportage signé Fatima Ndale et Emmanuel Tibui. Pour Ayatou, tailleur, le travail est difficile mais supportable. Le ramadan se passe très bien, alhamdoulilah, on jeûne tranquillement, pas de soucis, sauf un peu de soleil qui nous menace. Idrissou, un autre travailleur, explique qu'il parvient à combiner son travail avec le jeûne, malgré la fatigue. Le jeûne avance petit à petit, on parvient quand même à tenir. Inch'Allah, ça va aller. Le travail, ça ne nous empêche pas de jeûner comme il faut. Et le jeûne aussi ne nous empêche pas de travailler comme il faut. On peut travailler à certaines heures, on arrête, on fait une pause, même de 1 heure de temps ou de 2 heures de temps pour qu'ils essaient de récupérer un peu le souffle. Pour ce chauffeur de mototaxi, l'effort devient plus difficile en l'absence d'eau, mais il reste optimiste. On ne boit pas l'eau, on ne mange pas, mais ça va aller. Dans quelques jours, Inch'Allah, quand tu bois l'eau, tu as le rage, tu as bien la force. Mais quand tu n'as pas bois, tu ne bois pas, tu ne manges pas, tu n'as pas la force. Mais tu fais un petit repos. Bien plus qu'une simple épreuve physique, le ramadan constitue avant tout un profond travail spirituel et psychologique. C'est un moment de méditation, de demande de pardon. C'est un moment où l'homme revoit sa vie et je crois qu'il y a beaucoup de changements qui s'opèrent. D'abord sur le plan physiologique, sur le plan physique, les maladies, les problèmes rénaux sont pratiquement même réglés à plus de 70%, comme disent les médecins. Lorsqu'on jeûne, on a la chance qu'on puisse régler les problèmes rénaux. C'est un problème psychologique, c'est un problème moral, c'est un problème spirituel de disposition. L'être humain n'est pas seulement le corps. Il est d'abord l'esprit. Et ensuite, le corps agit. C'est l'esprit qui commande, dans le cœur là, qui commande le corps. Cela fait plusieurs jours que le ramadan dure, mais la fin approche, apportant avec elle récompense et renouveau. Parlons à présent du marché du safou, l'un des fruits les plus appréciés au Cameroun, qui traverse une période de forte inflation. Ce fruit, également connu sous le nom de prune, est prisé pour sa saveur unique et ses bienfaits nutritionnels. Au marché étudié à Yaoundé, la flambée des prix met commerçants et consommateurs dans l'embarras. Claude Audrimbala et Samuel Ebakissé. Des safous de différentes qualités et tailles déploient leur teinte éclatante sous le ciel de Yaoundé. Ce fruit charnu, prisé pour ses saveurs fondantes après un léger passage au feu, devient pourtant une denrée rare. Commerçants et consommateurs évoquent le coût élevé de ce plaisir saisonnier. Parce que les gens se plaignent que c'est trop cher. Par exemple, comme le tas de 2000 ici, là, on met 10 prunes à 2000. Les clients se plaignent. Ici, là, on met même 11 prunes à 1000 francs. Les clients se plaignent toujours 500, on se plaint. Il y a certains qui viennent payer, il y a certains qui refusent, d'autres n'aiment pas encore la saison. Et ça sort pas. Charnue et bien colorée, elle passe mieux sur les papiers gustatifs et de nombreux vendeurs l'ont compris, malgré les prix élevés et la rareté sur les marchés. Pour les consommateurs, les prunes sont devenues un luxe en raison de leur prix exorbitant. D'habitude, c'est beaucoup, plus beaucoup que ça. Les terres sont à 100 francs, 200. Maintenant, vous êtes à 500, 1000 francs, 2000. C'est élevé. C'est juste l'envie qui me pousse aussi à payer. Donc, ce n'est que l'envie. Je vais casser le jeûne avec ça le soir. Les prunes, comme on les appelle communément, sont originaires d'Afrique centrale. Les commerçants se ravitaillent ailleurs
à cause de sa rareté au Cameroun. S'il y avait déjà, on ne pouvait pas vendre aussi comme ça à ce prix. À sort du Congo. On obtient parfois, d'autres viennent souvent du Grand Bam, de l'autre côté là-bas, et d'autres viennent même souvent des pays voisins aussi, par exemple le Congo, bien la Guinée équatoriale. Elle ne manque jamais au grand rendez-vous annuel des grandes vacances. Malgré sa rareté et son prix élevé, le safou reste et demeure un fruit très apprécié au Cameroun. Dans le cadre de la célébration des 25 ans d'existence de MTN Cameroun, la branche Business et Microsoft ont organisé une rencontre avec les entreprises privées et publiques récemment à Yaoundé. Il était question d'évaluer un quart de siècle de transformation digitale afin de booster les rendements des sociétés partenaires. Regardez. En 25 ans, la mutation de MTN Cameroun est flagrante. De la téléphonie, l'entreprise s'est muée en véritable fournisseur de solutions technologiques. Le partenariat noué avec Microsoft, l'un des leaders mondiaux du segment, a permis de booster le rendement des entreprises, tant privées que publiques. Ce 13 mars 2025, MTN Business a réuni tous ses partenaires pour évaluer un quart de siècle de transformation digitale, en mesurant le chemin parcouru et fixer le cap pour un accompagnement toujours plus bénéfique. Pour peu qu'on utilise les bons outils, que nous utilisons la technologie que MTN met à disposition et que nous ayons la bonne approche, la bonne stratégie, nous pouvons gagner, les études ont montré, l'expérience a montré, jusqu'à 40% du temps de productivité qui peut servir à autre chose. De nombreux responsables d'entreprises publiques et privées et d'autres institutions prennent part aux travaux. Au fil des exposés, l'on peut mesurer le chemin digital et technologique parcouru. Et les partenaires témoignent de l'apport important de MTN dans leurs activités. Nous avons été édifiés sur toutes les innovations de MTN en ce qui concerne les différents produits que nous utilisons, nous, en tant qu'acteurs, en tant que clients de ces produits-là. Donc, MTN est un des acteurs majeurs du secteur des télécommunications et nous sommes ravis d'être là. La firme de téléphonie leader sur le continent avec 288 millions de clients sur 18 marchés et un investissement colossal de près de 3 milliards de dollars américains a toujours été guidé par des objectifs clairs: offrir aux entreprises une transformation grâce à l'intelligence artificielle ainsi que des solutions pratiques telles que de réduire des dépenses en capitalisant sur les outils numériques. Les gains sont palpables pour les bénéficiaires. Mettre en exergue la capacité de la ressource humaine à utiliser cette infrastructure afin de poser et de pouvoir manager la digitalisation, les données que nous produisons chaque jour et enfin l'intelligence artificielle. MTN Cameroun n'a cessé d'innover dans tous les secteurs afin de booster la croissance en passant par une bonne santé des activités des acteurs du monde des affaires. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis ce week-end. Vous serez en compagnie de Delphine Fonkouténé à la présentation du 20h. Et la semaine prochaine, vous serez en compagnie également de Michael Tipsio au 19h50. Moi, je vous retrouve très bientôt et je vous souhaite de passer un excellent week-end sur Canal 2 International.